Merci Yves. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le ministère de la Culture, Direction générale des médias et des industries culturelles et Direction régionale des affaires culturelles, qui nous rejoindra cet après-midi, est très heureux d'être associé cette année à l'organisation de cette 11e journée d'études en région organisée par la Bibliothèque nationale de France, Centre national de la littérature pour la jeunesse et l'ENSIB, sur un beau sujet, celui de la place du livre et de la lecture dans l'éveil artistique et culturel des enfants et des jeunes. Le livre et les publics jeunes sont, comme vous le savez, au croisement de plusieurs politiques du ministère de la Culture. La politique d'éducation artistique et culturelle, pensée conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale, est rappelée tout récemment lors d'une conférence de presse au musée Rodin, avec le titre « À l'école des arts et de la culture », ainsi que le plan bibliothèque, qui est la suite de la mission Orsena, vise à ouvrir plus et ouvrir mieux les établissements de lecture publique du territoire. Le rapport Sénat a eu le mérite de rappeler notamment que les bibliothèques sont bien plus que de simples centres de ressources où il soit possible d'emprunter des livres jeunesse. Ce sont des lieux de vie, et nous le savons effectivement ici à l'ENSIB, d'action culturelle qui accueillent gratuitement de nombreux publics et participent à la construction de soi et de sa culture dès le plus jeune âge. Le service du livre et de la lecture a publié en 2017 les résultats d'une enquête sur les publics et usages des bibliothèques municipales qui met en évidence la place grandissante de ces établissements dans le parcours de chacun. 35% des Français aujourd'hui adultes ont fréquenté une bibliothèque avant 11 ans, et cette proportion va croissante. Tout à l'heure, dans mon intervention, je reviendrai sur les résultats d'une étude plus spécifiquement consacrée à l'éducation artistique et culturelle dans les bibliothèques territoriales. Mais cette étude est celle qu'on mène à l'heure actuelle avec l'Observatoire des politiques culturelles sur l'impact et la valeur des bibliothèques, impact social, impact économique, confirme en grande partie ces données. L'un des principaux enjeux de cette politique est d'atteindre les publics qui ne fréquentent pas ces lieux de lecture publique, les publics empêchés. Une journée d'études récemment de l'Association des bibliothécaires de France a parlé notamment des publics en hôpitaux, sous main de justice, les publics ne bénéficiant pas d'une bibliothèque de proximité, comment les toucher, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle, les publics en situation d'illettrisme, et vous savez qu'on a une action très forte avec l'Association des bibliothécaires de France, avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sur les fonds faciles à lire, ou avec la délégation générale à la langue française aux langues de France sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Et bien évidemment, l'ensemble des publics qui ne se sentent pas concernés, voire pas légitimes, face aux livres et aux lieux de lecture publique. Et on va publier tout prochainement l'étude menée par TMO Région, qu'on leur a confiée, sur les non-publics, pour voir effectivement pourquoi certains publics ne se sentent pas concernés par les bibliothèques et comment développer de nouvelles stratégies pour les inciter à nous rejoindre. Je conclurai ces quelques mots en rappelant que le ministère de la Culture a pour volonté de rendre le livre accessible à tous et à toutes. C'est aussi dans cet objectif que la prochaine nuit de la lecture, organisée le 19 janvier 2019 en bibliothèque et en librairie, s'adressera aux non-lecteurs. Le slogan étant « tous lecteurs ». J'entends par là les publics qui ont une faible pratique de lecture, mais également les publics qui se considèrent comme non-lecteurs. Et je pense qu'il va en être sujet aujourd'hui, faute de légitimité dans leur pratique de lecture et de n'avoir pas réussi à susciter justement l'éveil artistique et culturel auprès de ces enfants et de les avoir mis en confiance, ou en tout cas d'avoir su susciter le goût de la lecture auprès de ces enfants. Donc je remercie encore aussi bien l'ENSIB que la Bibliothèque nationale de France de nous avoir associés à cette journée. Merci à vous. Merci beaucoup Thierry, merci Yves pour ces mots d'accueil. J'ai un avantage, c'est que je parle en troisième, ce qui fait que l'essentiel a été dit. Néanmoins, je voudrais dire d'une part que je ne reviens jamais ici sans une certaine émotion. Ce n'est pas un lieu anodin, ce lieu où l'on se forme et où l'on s'est formé, il y a quelques années en ce qui me concerne. Que je suis très heureux de cette 11e journée d'études en région, et je crois que c'est peut-être la 4e ou la 5e, j'ai perdu le fil, ici à l'ENSIB. Cette journée qui est devenue biennale, même si on l'appelle prudemment pas comme ça, ce qui est très bien, mais ce qui est toujours une occasion intéressante, et travailler dans le lieu où se forment les professionnels, c'est évidemment pour nous indispensable.
Alors, cette journée, elle est partie d'une volonté de notre part, je crois, qui était de contribuer à la réflexion, à l'action impulsée par le ministère de la Culture en faveur de l'éveil artistique et culturel. Mais aussi, elle est partie d'une interrogation, et une interrogation des fois de ma part, d'un sentiment que on parlait beaucoup d'éducation artistique et culturelle, mais que on négligeait souvent la part du livre dans cette éducation artistique et culturelle, que le livre semblait être, alors peut-être parce que c'était évident, mais qu'il semblait souvent oublié. Il se trouve que sous l'impulsion du ministère actuel, enfin quand je dis actuel, du ministère en place depuis 16 mois, qui vient de changer, mais je crois que les choses ne changent pas. Le livre est devenu vraiment au cœur de cette politique, et je dois dire qu'on ne peut que s'en réjouir. Alors, comme toujours, nous avons pour cette journée, dont vous avez reçu le programme, donc je ne vais pas détailler, mais nous avons souhaité donner la parole à des personnes venant de différents horizons, que ce soit des chercheurs ou des enseignants. Nous écouterons tout à l'heure Bernard Gentaz, s'il n'est pas coincé dans les embouteillages, et puis, mais aussi évidemment des bibliothécaires et bien entendu aussi des créateurs, parce que sans eux, on n'irait pas, on ne pourrait pas faire grand-chose. Notre interrogation nous conduira évidemment à se poser la question du partenariat, et en particulier la question du partenariat avec l'école. Et je remercie Thierry qui, non content d'ouvrir la journée, de faire la première communication tout à l'heure, va animer la table ronde cet après-midi sur cette question du partenariat avec l'école, qui est constamment à renouveler, à réinterroger, à repenser. On a parfois l'impression qu'on se répète, mais en réalité, on recommence, mais de manière différente. Voilà, alors vraiment un grand merci à l'ENSIB, à son directeur, à Julia Morino-Reboli, parce que sa contribution était précieuse. Un grand merci à Thierry Clair et au ministère de la Culture. Je suis très heureux de cette collaboration sur cette journée. Ce n'est ni la première ni la dernière. Une pensée amicale pour Zaïma Abnache, qui était à l'origine de cette journée, il faut le dire, et qui n'a pas pu la mener jusqu'à son terme. Mes remerciements tout particulièrement à Virginie Meyer, qui a vraiment été la cheville ouvrière de la journée pour la BNF, et qui est ici avec nous. Enfin, je voudrais dédier cette... Juste ici, ça va marcher. C'est moi qui parle pas bien. Je voudrais dédier cette journée à la mémoire de Elżbieta, qui était une grande créatrice du livre pour la jeunesse, qui avait une forte considération pour les enfants et qui nous a quittés il y a 10 jours à peine. Dans un post-scriptum, un interview que nous republions dans un nouvel hors-série de la revue des livres pour enfants, Secret d'illustrateur, elle disait la chose suivante, qui en dit beaucoup. Suscité à l'origine pour sponsoriser mon projet artistique adulte, mes livres pour enfants lui ont chippé la vedette. Et mon projet adulte se poursuit dans un registre moins visible. Mais les messages que j'adresse à l'enfance le sont sans rancune. Bien au contraire, c'est dans l'espoir que les enfants d'aujourd'hui acceptent de continuer à partager avec moi la science des bulles de savon, la géographie des caniveaux où voguent les navires de papier et le pouvoir de terrasser sorcières et dragons que je leur fais signe. Voilà. Voilà une grande créatrice qui va nous manquer beaucoup. Alors, sans transition, je vais redonner la parole à Thierry Clair, chef du bureau des bibliothèques publiques à la DGMIC du ministère de la Culture. C'est toujours que culture. Oui. Qui va nous donner une approche nationale des actions entreprises par le ministère, sachant que cet après-midi, nous aurons
le prisme plus régional. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Alors, l'intervention que je vais vous présenter, c'est une intervention qu'on a co-construite avec Colin Cidre, que vient d'évoquer donc Yves Alix. Donc Colin Cidre, qui est chargé de mission publique jeunesse, éducation artistique et culturelle et première page. Dispositif dont on va bien sûr parler dans un instant, sachant qu'il est retenu par une journée justement de lancement de l'opération Première Page en région. Donc on s'est réparti les rôles et donc il m'est revenu le soin effectivement de vous présenter les dispositifs mis en place par le ministère de la Culture à destination de la jeunesse dans le domaine du livre et de la lecture. Alors, je vais, avant de vous présenter ces dispositifs, rappeler très rapidement quelques notions d'éducation artistique et culturelle. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est vraiment mise très en avant. Et vous allez le voir que lors d'une enquête que l'on a menée en 2013-2014, c'était une notion qui n'était pas du tout connue dans le monde des bibliothèques et qui fait son chemin depuis. Donc, les documents de référence, c'est la circulaire interministérielle numéro 2013-73 sur l'éducation artistique et culturelle. C'est vraiment un document important parce que on en parle très fréquemment avec nos collègues de l'éducation nationale et c'est ce texte qui nous permet effectivement de co-construire des actions qui soient acceptées de part et d'autre effectivement du champ éducatif et culturel. Donc, en quelques mots, l'EAC, c'est 3 piliers. C'est s'approprier, fréquenter, pratiquer. Donc c'est l'apport cognitif, les savoirs, mais surtout, et là on va l'évoquer aujourd'hui de façon très, très importante, c'est la rencontre avec l'œuvre et l'artiste. Et ça, c'est très important. C'est sur cette base-là qu'on est en train de développer beaucoup de résidences d'écrivains, beaucoup de résidences d'illustrateurs, notamment avec la charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Et c'est très important de pouvoir faire venir des auteurs en bibliothèque. Et la pratique amateur de l'enfant et du jeune, pratiquer. Donc ça, effectivement, je pense que Violaine va beaucoup y revenir. C'est toutes ces préconisations. En tout cas, dans les 2 tables rondes, je pense qu'on va beaucoup parler, effectivement, de ces 3 piliers, puisque bien souvent, on avait en tête avant tout l'apport cognitif sans forcément penser aux 2 autres aspects. Et aujourd'hui, quand on soutient, quand le ministère de la Culture soit au niveau de la DRAC, soit au niveau central, soutient des actions d'EAC, on est vigilant à ce que les 3 axes soient bien repris. Tout ça pour susciter en fait le désir et l'intérêt de l'enfant dans l'approche des arts et de la culture. Et il est important aussi de rappeler que ce n'est pas un investissement qui se limite au primaire, comme on a bien souvent pu le penser. C'est un investissement de tous les temps de l'enfant et du jeune et de tous les âges. Alors, côté bibliothèque, quand on a interrogé sur l'éducation artistique et culturelle, on nous disait qu'on faisait de l'action culturelle. Mais le terme, effectivement, éducatif nous renvoyait aux relations qu'on va évoquer cet après-midi avec l'école. Or, on voit que pour donner envie de lire, c'est tous les temps scolaires, c'est le hors-temps scolaire, c'est le travail avec les centres de loisirs, c'est le travail avec les MJC, c'est tout l'écosystème en fait, qui peut être investi par cette dimension. Donc, comme recommandation, c'est l'importance du partenariat. Ce n'est pas la bibliothèque toute seule, c'est forcément un écosystème, des partenariats, des parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est également des intervenants extérieurs qui peuvent être sollicités pour repenser les accueils de classe, on va en parler cet après-midi, pour repenser ces partenariats. Et la prise en compte et le développement de ressources numériques. Et de ce point de vue-là, il faut signaler la qualité des ressources mises en ligne par la Bibliothèque nationale de France, que ce soit le Centre national de littérature jeunesse ou le service de l'action pédagogique avec le site classe.bnf.fr. Toujours dans les rappels, c'est les textes qui, depuis 2013, encadrent le dispositif et font qu'il y a un réel renouveau. Aujourd'hui, on peut vraiment vous confirmer que Jean-Michel Blanquer et depuis quelques jours Franck Rister vont poursuivre en fait cette dynamique d'éducation artistique et culturelle et qui a vraiment un engagement très personnel de Jean-Michel Blanquer qui a beaucoup d'intérêt, d'estime en fait pour le travail des bibliothécaires. Donc il a déjà lancé la refonte des bibliothèques scolaires avec le lancement d'un Vadémécum et il publiera d'ici à mars 2019 l'évolution des centres de documentation et d'information vers ce qu'il appelle les 3C, donc les centres de connaissances et de culture. Donc c'est un énorme chantier qui mène, un chantier qui intéresse beaucoup les professeurs documentalistes et qui nous intéresse également, puisqu'on va le voir, bien souvent les professeurs documentalistes sont des liens très importants pour nous
pour les liens entre bibliothèque et milieu scolaire. Donc, chaque fois, il y a les liens. Je vous laisserai la présentation. Il y a les liens vers la circulaire interministérielle de 2013. Il est important de bien penser à la loi de refondation de l'école et la réforme des rythmes scolaires éducatifs, même si ces rythmes, vous le savez, effectivement, sont complètement repensés à l'heure actuelle, sauf pour quelques collectivités comme la ville de Paris. Mais bien souvent, on est revenu sur la semaine des 5 jours, donc amenant les bibliothèques à se repositionner à nouveau, alors que ça avait été déjà une adaptation importante, notamment la question du mercredi, qui était le moment avec le jeudi où les bibliothèques accueillaient plus particulièrement les jeunes. Le référentiel, donc également mis en ligne sur le site Eduscol pour le parcours éducation artistique et culturelle, et la circulaire la plus récente du 10 mai 2017 qui réaffirme le caractère interministériel de l'éducation artistique et culturelle et renforce la gouvernance territoriale avec la création de pôles régionaux d'éducation artistique et culturelle, les PREAC. Un certain nombre de PREAC sont très dynamiques. J'étais dans le Limousin récemment et aussi bien bibliothèque que collègues de l'éducation nationale me disaient tout le bien fondé du PREAC sur la langue française. C'était dans le cadre des francophonies et vraiment on voit la dynamique que peut mettre en œuvre un tel pôle régional. Et donc l'existence également d'une charte pour l'éducation artistique et culturelle mise en œuvre par le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle qui se réunit régulièrement, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc il y a vraiment à tous les niveaux le souhait, aussi bien au niveau DRAC que rectorat, au niveau national, le souhait effectivement de vous accompagner dans des rapprochements en matière d'éducation et artistique et culturelle avec le secteur éducatif et culturel. Donc l'EAC est affirmé comme étant l'éducation à l'art, mais également l'éducation par l'art. Et c'est vraiment très important pour nous, puisqu'on parle d'éveil des enfants. Il faut que ça passe par l'art. Et donc, en ligne, vous trouverez, aussi bien sur le site du ministère de la Culture que sur le site de l'Éducation nationale, ce manifeste qui s'appelle « À l'école des arts et de la culture ». On y reviendra une bonne partie de la journée, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs nouveaux, comme les rendez-vous en bibliothèque qui sont mentionnés, ou la remise à la fin du CP d'une carte de lecteur à chaque enfant de CP pour le faire rentrer dans la communauté des lecteurs, selon les termes de Jean-Michel Blanquer. Donc cette logique, effectivement, que ces cartes sont déjà gratuites en bibliothèque, mais on ne pensait pas forcément à solenniser, à faire un rite de passage, en quelque sorte, pour l'enfant, pour lui dire qu'à la fin du CP, il a des apprentissages, il commence à bien lire, il commence à être intéressé de lire par lui-même. Et donc, plutôt que la carte qui a été prise par ses parents, pour lui, mais par ses parents, là, il y a une remise un peu officielle en disant, à l'issue de l'apprentissage du CP, tu maîtrises un certain nombre de codes de lecture, tu es autonome en quelque sorte à la bibliothèque et tu peux venir consulter les ouvrages librement. Donc c'est toute une démarche que l'on mène avec l'Association des bibliothécaires de France, avec l'ANDEV, qui est l'Association nationale des directeurs de l'éducation ville, pour que les fichiers passent bien entre bibliothèque territoriale et monde éducatif, pour que on puisse faire des séances un peu officielles, un peu solennelles, un peu scénarisées de remise de cartes donc en juin prochain. Ce sera bien sûr sur la base du volontariat des collectivités territoriales, mais on pense qu'il y aura un effet domino assez rapidement puisque on le voit beaucoup dans les pays anglo-saxons. C'est une pratique qui existe déjà. On n'invente pas l'eau chaude. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus mise en scène en quelque sorte. Et Zaïma a insisté beaucoup quand elle travaillait au bureau de la lecture publique sur l'importance effectivement de la mise en scène qu'elle avait pu découvrir notamment en Angleterre. Donc les bibliothèques territoriales, là je ne vais pas m'attarder puisqu'on est entre bibliothécaires, mais simplement pour dire que cette forte proportion de jeunes en bibliothèque, près de 40% des moins de 15 ans sont emprunteurs, là où ils ou elles représentent moins de 20% de la population. Donc de fait, dans nos statistiques, celles de l'Observatoire de la lecture publique, qui grâce à vous effectivement sont collectées au niveau central, nous pouvons restituer cette forte représentation des jeunes. Avec le risque, effectivement, on le voyait hier dans une journée d'études lecture jeunesse de l'Observatoire de la lecture des adolescents, le risque effectivement d'un décrochage au moment justement de la préadolescence et de l'adolescence. D'où effectivement des points de vigilance pour garder
cette fidélisation de ce public jeune. Et donc près de 89% des bibliothèques ont un partenariat avec les écoles, 24% avec les collèges, 9% avec les lycées. Vous allez le voir, on va travailler sur ces notions-là avec des fortes disparités entre bibliothèques municipales et intercommunales, très investies sur le niveau primaire, et les bibliothèques départementales, et l'exemple effectivement de l'Hérault cet après-midi avec Agnès de France le montrera, une plus forte présence des bibliothèques départementales sur les collèges, de par le rattachement administratif notamment, et sur les lycées, même s'il y a encore pas mal de travail à mener, et on le fait notamment dans un certain nombre de départements avec les contrats territoire lecture, notamment en Finistère, pour développer la présence des lycées dans nos actions d'éducation artistique et culturelle. Nous avons donc mené en 2013-2014 une étude qui était vraiment pionnière. Même le prestataire avait du mal en fait, à trouver des interlocuteurs sur le terrain pour parler d'éducation artistique et culturelle. Il a fallu beaucoup retravailler les questions pour s'adapter en fait, à l'état de l'art. On a pu quand même interroger 400 bibliothèques municipales, 40 bibliothèques départementales, avec des taux de réponse satisfaisants pour des études nationales, et une phase qualitative, donc avec 80 entretiens dans 12 établissements, à la fois bibliothèques municipales et bibliothèques départementales. Et vous voyez notre souci déjà à l'époque d'interroger les bibliothèques départementales, qui quelquefois sont oubliées, alors qu'elles jouent un rôle très important en matière d'éducation artistique et culturelle. Et depuis, on sait que, notamment grâce au contrat territoire lecture et au dispositif contrat départemental lecture itinérance que l'on vient de mettre en place spécifiquement à l'attention des bibliothèques départementales, on sait qu'il y a des marges de progression assez intéressantes pour développer cette notion d'action culturelle mise en œuvre par les départements. Donc les résultats de l'étude sont en ligne, mais je vais vous les résumer en quelques diapositives. Donc tout d'abord, effectivement, la faible connaissance de l'éducation artistique et culturelle à l'époque par les bibliothèques, et on pense que la boîte à outils de Colin, ouvrage collectif, comme le rappelait Yves, Alix, va vraiment permettre d'être une étape supplémentaire à la prise en compte de cet enjeu, très attendu par les élus. Chaque fois qu'on rencontre les associations, les fédérations d'élus, ils nous disent que vraiment, comme pour l'éducation aux médias et l'information, autre sujet important, ils attendent beaucoup les bibliothèques sur cette question d'éducation. Alors on les attend sur beaucoup de choses, je suis d'accord avec vous, sur les horaires, sur le ouvrir plus, ouvrir mieux. Mais on sent vraiment un souci, et là on en parlait encore tout récemment justement avec le nouveau ministre qui a été maire de Coulommiers, avec une belle bibliothèque à Coulommiers, et qui disait qu'il était très sensible à l'action de sa bibliothèque, quand il était maire de Coulommiers, député de Seine-et-Marne, sur l'éducation artistique et culturelle. Alors on a vu aussi les biais, on avait fait une journée d'études à la BNF sur l'éducation artistique et culturelle, où il y avait justement des travers qu'il fallait, et le vadémécum de l'ABF avait permis d'éviter qu'on soit amené à fermer des bibliothèques le temps de faire une animation à l'école. Certains élus allaient jusque-là. Et donc il avait fallu rappeler aux élus que la bibliothèque en tant que telle est un espace public et qu'il ne peut pas venir être en quelque sorte contraint par des rythmes scolaires qui l'amèneraient, dans certains cas, à fermer la bibliothèque pour faire des animations d'éducation artistique et culturelle à l'école. Il faut trouver effectivement le bon positionnement, et cette étude visait effectivement aussi à rappeler aux élus déjà ce que les bibliothèques faisaient, mais aussi jusqu'où elles pouvaient aller. Et qu'il ne fallait pas effectivement aller au-delà, puisque c'est des questions aussi de disponibilité de personnel et aussi d'horaire d'ouverture des équipements de bibliothèque, et qu'un public ne soit pas privilégié plus que de raison par rapport à un autre public, puisque quand on ferme la bibliothèque, c'est tous les autres publics qui ne peuvent plus la fréquenter. Donc les publics jeunes étaient diversement touchés en fonction de l'âge des enfants. Alors depuis le début, on tient beaucoup à partir des 0-3 ans. Alors c'est d'une part parce qu'on a l'opération Première Page, dont on va reparler, mais c'est aussi parce que pour nous, on le sait, les travaux d'accès, les travaux effectivement de l'agence Quand les livres relient, montrent qu'effectivement le livre est bon pour bébé. Donc même si l'enfant n'a pas encore la maîtrise de la langue, même si effectivement il ne sait pas encore très bien manipuler l'ouvrage, on en reparlera sans doute effectivement tout à l'heure, il est important effectivement que les ouvrages soient mis à sa disposition et qu'il puisse avoir un contact avec le livre très, très rapidement. Et donc vous voyez aussi la répartition entre bibliothèque municipale et bibliothèque départementale. Elle est flagrante au niveau des 12-15 ans et des 16-18 ans, avec effectivement une plus forte représentation des bibliothèques municipales et intercommunales à ce niveau-là.
Donc les enseignements, c'est que sur la tranche 0-6 ans, c'est un public davantage pris en compte. Près de 50% des bibliothèques municipales, 60% des bibliothèques départementales mettent en place des actions à l'attention des 0-6 ans. Donc ça, c'est très important pour les élus, hein. C'est vrai que par rapport à d'autres équipements culturels, nous sommes les premiers, les bibliothèques, à prendre en compte en fait ce public 0-3 ans. Ce qui n'est pas forcément le cas des musées, même s'ils y viennent, ou d'autres institutions. On a effectivement cette spécificité que les bébés lecteurs sont les bienvenus en bibliothèque, hein, pour prendre le titre effectivement d'un contrat territoire lecture dans le Rhône, ou le travail que fait l'Isère à l'heure actuelle sur les bébés lecteurs. Des actions associées en bibliothèque, associations de lecture, services d'accueil de la petite enfance, école maternelle. Et là, toujours pour rappeler effectivement ce qu'on doit dans cette réflexion à Zaïma, toute l'importance en fait des professionnels effectivement de la petite enfance qu'il ne faut pas oublier en fait dans la démarche 0-6 ans. Les adolescents et les bibliothèques, y a-t-il un désamour? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on travaille avec les Lectures Jeunesse, l'association qui a mis en place l'Observatoire de la lecture des adolescents, et les travaux à la fois de Sylvie Octobre, hein, l'enfance des loisirs, la hausse des non-lectrices lecteurs entre 11 et 17 ans, mais la spécialisation plus importante. Et hier, les témoignages étaient très éclairants, hein, sur comment mieux approcher les adolescents. Évolution qu'on a travaillé également avec Lecture Jeunesse et Cécile Rabot sur une étude sur justement Bibado, hein, comment repenser les relations entre bibliothèques et adolescents pour mieux les accueillir en bibliothèque. Donc on a noté donc de fortes différences entre établissements en fonction de la taille des collectivités, de leur situation géographique. C'est vrai qu'en milieu rural, assurer une desserte, un parcours d'éducation artistique et culturelle est beaucoup plus compliqué qu'à Lyon, par exemple, où on peut assez facilement passer de la bibliothèque aux archives, au musée Gadagne. C'est vrai que quand on est en ruralité, il faut des moyens de transport, il faut pouvoir effectivement coordonner les agendas, les dispositifs, et donc c'est plus compliqué. Donc, d'où l'implication effectivement potentiellement des bibliothèques départementales ou les stratégies à mettre en œuvre par le rectorat pour assurer l'égalité d'accès à l'éducation artistique et culturelle à tous les enfants. La question des moyens humains, c'est vrai que quand on a interrogé chaque bibliothèque faisant de l'EAC sur quel personnel ils pouvaient mettre en face, on voyait des disparités très fortes entre les réseaux importants de lecture publique qui avaient une population d'écoles, de collèges, de lycées à prendre en compte plus importante, et puis effectivement les petites collectivités qui posaient la question de l'intercommunalité. C'est-à-dire que pour développer une politique d'éducation artistique et culturelle sur ces territoires-là, il faut plutôt se penser, c'est tout l'apport de Dominique Larry notamment sur ce dossier-là, en intercommunalité pour permettre une meilleure desserte du territoire. Et la question effectivement de l'articulation des différents temps, hein, certains élus demandant à ce qu'on s'investisse dans le temps scolaire et pas forcément dans le temps périscolaire ou hors temps scolaire notamment. C'est vrai qu'on a mené toute une étude avec le Centre Littérature Jeunesse de Montreuil sur le rôle du livre dans les centres de loisirs, et c'est assez préoccupant puisqu'on voit effectivement beaucoup d'animateurs, éducateurs être un peu fâchés avec le livre, de plus vouloir développer de partenariats avec les bibliothèques, et donc ça va être un terrain important pour nous de replacer le livre notamment dans les centres de loisirs. Ce que nous disent les animateurs éducateurs, hein, qui ont été interrogés dans cette étude-là, menée par le CARFAD, c'est que certains animateurs reconnaissaient qu'il y a 10 ans, quand un enfant venait au centre de loisirs, on lui disait « Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as lu ?» Et après, tu iras taper la balle. Aujourd'hui, beaucoup d'animateurs, éducateurs leur disent « tape la balle, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire ». Donc ça renvoie en fait à un goût du livre, à un éveil artistique, et c'est vraiment des paroles, hein, des paroles d'animateurs, éducateurs. Hein. Ce n'est pas une façon de stigmatiser les animateurs, éducateurs. Hein. C'est eux-mêmes en fait qui, dans le comité de pilotage, nous disaient qu'ils reconnaissaient que ces dernières années, on les avait ramenés en fait à des règles d'hygiène et sécurité. Alors c'est très important, hein, pour tous les parents. On sait que c'est très important l'hygiène et sécurité, mais ça pose la question de l'accès à la culture, de l'éveil à l'art, et que le sport ne prenne pas le dessus dans les temps périscolaires ou les temps scolaires sur la culture, et notamment l'accès aux livres. Et on sait l'investissement d'acteurs comme la Ligue de l'enseignement qui reconnaissaient, ou les Francas, qui reconnaissaient qu'il ne fallait pas baisser la garde, et comme le disait Jacques, qu'il fallait toujours être vigilant sur la place du livre et de la lecture, peut-être plus exigeante, hein, que de taper une balle, d'organiser un match de foot au sein d'un centre de loisirs.
Donc c'est vraiment un chantier que le Salon du Livre de Montreuil a pris en charge. On l'évoquera encore le 3 décembre prochain à la journée professionnelle, puisque un certain nombre de formations, à la fois de la BNF, mais aussi du Salon du Livre de Montreuil ou de lecture jeunesse, sont mises en place pour améliorer la formation des animateurs éducateurs à l'accès au livre et à la lecture. Donc des partenariats très fréquents. L'éducation nationale a un partenaire traditionnel. 73% des bibliothèques portent des projets initiés par les enseignants. Des partenariats variables selon la situation géographique et un travail en transversal vraiment important à mener pour pouvoir équilibrer les charges de travail. Donc un quart des bibliothèques municipales des petites villes travaillent avec les services culturels de la collectivité contre 90% des bibliothèques des grandes villes. Mais ça, c'est les questions de proximité géographique et aussi de direction des affaires culturelles ou de l'action culturelle qui amènent les différents acteurs à travailler ensemble, ce qui est moins le cas dans les petites collectivités. Et donc, aussi un défaut de formalisation, hein, seulement 15% en 2014 des bibliothèques municipales formalisaient leur politique d'EAC dans un projet d'établissement. Et vous savez l'importance que le ministère de la Culture accorde en fait à la formalisation des politiques publiques. C'est pas pour nous, hein, c'est pas comme, selon une formule de Marine Bedel, ce n'est pas pour faire plaisir à l'État, c'est parce qu'on sait que les élus ont besoin de connaître le projet scientifique, culturel, éducatif et social de leur bibliothèque et que c'est le meilleur outil. Et donc une prochaine boîte à outils sera consacrée, de l'ENSIP sera consacrée au projet d'établissement et au projet scientifique et culturel sous la direction d'Odile Grandet et d'Anne Morel pour bien dire l'importance de formaliser sa politique, ce qu'on fait pour permettre justement d'ouvrir les partenariats. Les conséquences de la faible institutionnalisation, hein, c'est un plaidoyer pour formaliser. Si on ne formalise pas, les initiatives sont peu pérennes, c'est des questions de personnes. On connaît telle personne, donc ça marche bien. La personne part en retraite ou en mobilité, l'action disparaît. Or, les politiques de AC visent la pérennité. On l'évoquera cet après-midi dans les relations éducation-école. Il faut construire sur la durée. C'est pas normal que certaines générations d'enfants bénéficient d'éducation artistique et culturelle, et parce que deux personnes ne sont plus en connexion, les enfants n'en bénéficient plus. Et on sait la fragilité de ces politiques culturelles. Donc, c'est important que ça passe par des dispositifs conventionnels, contractuels, partenariaux, pour éviter que les opérations soient éphémères. Donc un manque de diagnostic préalable au projet, une faible inscription de l'EAC dans les plans de formation, et ça c'est très important, la place effectivement de la formation. Je pense que Violaine, pour la Bibliothèque municipale de Lyon, y reviendra, hein, cette notion de former régulièrement le personnel à ces aspects-là. De rares politiques d'évaluation des projets. Et donc, mais malgré l'absence de formalisation des partenariats, un accord global entre les établissements sur la répartition des rôles dans les actions d'éducation artistique et culturelle. Contrairement à d'autres secteurs comme les archives, avec leurs services éducatifs, les bibliothèques avaient une bonne idée de ce qui revenait à la bibliothèque et ce qui revenait à l'éducation nationale. Quand j'étais en responsabilité à Brest, dans les bibliothèques de Brest, c'est vrai que ça se passait plutôt bien. L'éducation nationale savait jusqu'où il devait aller. Et nous, le réseau des bibliothèques de Brest, on savait effectivement quelle était notre part. Il fallait qu'en amont, les enseignants préparent la visite. Et nous, quand on les recevait à la bibliothèque, c'était effectivement nous qui mettions en œuvre la visite effectivement, et l'accueil de ces classes avec effectivement en aval, un travail à faire à nouveau avec l'enseignant pour travailler sur ce qui avait été vu à la bibliothèque. Et donc l'importance du rôle structurant des bibliothèques départementales dans ce dispositif. J'en viens effectivement aux bonnes pratiques qu'on met en œuvre, aux dispositifs qu'on met en œuvre. Donc, on travaille toujours avec les données de l'Observatoire de la lecture publique qui remontent grâce à vous. On sait que c'est un énorme travail que réalisent chaque année les bibliothèques pour nous faire remonter les informations d'activité dans les différents secteurs d'action. Nous avons renforcé le soutien aux associations de développement de la lecture, notamment le travail de lecture jeunesse. Il en a été question hier, lors de la journée à Paris, sur les publics adolescents. Nous avons donc lancé avec lecture jeunesse l'Observatoire de la lecture des adolescents. Le colloque était hier, il faudra que j'actualise la diapositive. Et donc le travail de Cécile Rabot que j'ai déjà mentionné sur les espaces ados en bibliothèque, et la publication est faite. Donc là, effectivement, il y a une actualisation également à faire. C'est dans la collection LJ+, c'est consultable en ligne, et vous pouvez effectivement en prendre connaissance
dès à présent. Le Centre de promotion de la littérature de jeunesse et le CARFAD, c'est l'étude que j'ai mentionnée en fait, sur la place du livre en centre de loisirs. La synthèse est également disponible en livre, avec un livret de bonnes pratiques à destination des centres de loisirs. Les dispositifs que l'on renforce, je les ai déjà mentionnés, c'est les contrats territoire lecture. Cette contractualisation de 3 ans entre l'État et une collectivité territoriale sur des axes à définir de façon conjointe entre la collectivité et la DRAC, puisque tout est négocié au niveau des directions régionales des affaires culturelles, avec l'association de possibles d'autres partenaires associatifs institutionnels, le financement de projets, les CTL prennent en compte le financement de projets pour le développement de la lecture publique, dont l'éducation artistique et culturelle à hauteur de 50%. Donc c'est moitié-moitié, l'apport de la collectivité est 50%, l'État met 50% en face. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois le comité de pilotage, la mise en place d'un diagnostic et des objectifs à atteindre d'ici la fin du contrat territoire lecture. Donc aujourd'hui, en fin 2017, nous avions 150 CTL déployés. Nous sommes en train de faire le bilan pour 2018. Nous devrions atteindre les 200 contrats territoire lecture, sachant que c'est vraiment un dispositif qui est très identifié à tous les niveaux en fait. Par exemple, le rapport Borloo sur la politique de la ville avait mis en avant dans le domaine culturel l'importance des contrats territoire lecture, au point où il demandait la signature d'un contrat territoire lecture par quartier politique de la ville. Alors on lui a expliqué que ce n'était pas forcément cette logique-là qui prévalait, qu'il fallait plutôt travailler au niveau de des collectivités ayant signé un contrat de ville et que le CTL pouvait être effectivement un volet. Donc c'est vraiment un dispositif qui est très connu et qui nécessite effectivement d'être davantage déployé dans davantage de collectivités. Autre dispositif qui a fait ses preuves, c'est la labellisation Première Page, donc un dispositif spécifique au champ de la petite enfance en parentalité qui s'inspire des modèles étrangers, notamment Bookstart en Angleterre. Il a été lancé en 2009 par le ministère de la Culture et la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, avec un partenariat très fructueux avec la BNF, avec le Centre national de littérature jeunesse. Voilà, donc ça c'est la présentation en quelques lignes des premières pages, sachant que sur le site internet du ministère de la Culture et surtout sur le site premièrepage.fr, vous avez toutes les informations disponibles avec un accès cartographique. Donc au 8 juin 2018, nous avions labellisé pour l'année 2018 36 territoires, dont 25 départements. Dans le champ de la petite enfance, c'est la signature en mars 2017 d'un protocole d'accord sur l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, suivi par le ministère de la Culture et des Solidarités de la Santé. Et c'est important de retrouver le sujet d'aujourd'hui, l'éveil artistique et culturel, portant plus spécifiquement effectivement sur le jeune enfant, avec des rencontres nationales qui ont été tenues le 8 décembre dernier. Alors, quels sont les dispositifs associatifs que l'on renforce? C'est donc toutes nos associations se sont vues effectivement dotées de moyens supplémentaires, que ce soit la petite enfance avec l'association Accès, Marie Bonafé et ses équipes, que ce soit l'agence Quand les livres relient, les publics adolescents, donc lecture jeunesse, les publics non fréquentants que j'évoquais en introduction avec ATD Carmonde, qui est un acteur majeur en fait des bibliothèques de rue pour justement aller au plus proche en fait des jeunes, la FEV, que connaît bien effectivement l'ABM de Lyon, puisque les volontaires de la FEV sont formés à la bibliothèque municipale de Lyon, et qu'ils interviennent aussi bien à Vaux-en-Velin que dans les quartiers effectivement lyonnais. Mais aussi, on va les déployer grâce à l'éducation aux médias et l'information dans différents sites, aussi bien à Dunkerque qu'à Poitiers que dans d'autres lieux. Les publics scolaires, Ligue de l'enseignement, Lire et faire lire, qui a bénéficié d'une signature d'une convention tripartite à la fois avec Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen pour développer ces actions, notamment à destination des écoles, des écoles et des bibliothèques, pour faire le lien entre bibliothèque et école, pour que les enfants, les actions puissent se mener en lien avec vous. L'idée n'est pas de vous imposer. C'est pas parce qu'on a eu beaucoup de retours nous disant mais est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément travailler avec lire et faire lire? Il faut trouver les modalités intéressantes pour la bibliothèque de travailler avec lire et faire lire si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est une convention cadre qu'on va mettre en ligne prochainement où vous verrez que ce sont plus des déclarations d'intention et de bonnes pratiques et pas de contraintes en fait de la part adressée en fait au réseau des bibliothèques. Donc également des associations fréquentant les centres de loisirs, puisque vous avez vu que c'est un chantier important pour le développement de la lecture, avec notamment le soutien de l'UNIOPS qui met en œuvre chaque année le prix Chronos.
Et on aurait dû aussi mentionner les Incorruptibles. Pour la première fois, nous venons de signer un partenariat avec les Incorruptibles pour qu'un certain nombre d'actions se passent entre bibliothèques et écoles. Donc vous risquez effectivement d'être approché par les Incorruptibles pour vous voir. Alors chaque fois, on explique bien aux associations qu'ils proposent et que vous voyez dans votre action culturelle si ça a un sens ou pas. Mais c'est pas quelque chose qu'on impose depuis Paris. C'est plus effectivement des acteurs qui peuvent être des partenaires intéressants, qui peuvent donner une valeur ajoutée en fait à vos actions. Autre dispositif, c'est Des livres à soi. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est mis en œuvre par le Salon du Livre de Montreuil. Un article de la revue Bibliothèque de l'ABF y a été consacré. C'est vrai, on y croit beaucoup, en lien avec ATD Carmonde, à ce dispositif. Ça vise les quartiers politiques de la ville, les publics les plus éloignés de la lecture, pour mettre des livres des bibliothèques domestiques. C'est les travaux de Stéphane Bonnery. C'est vraiment mettre à disposition de ces familles des livres adaptés sur le modèle de Bookstart pour qu'il y ait du livre au sein de ces familles et associé à tout un parcours. Ces familles sont choisies entre les centres sociaux et les bibliothèques pour aller au plus près en fait, des familles avec un parcours qui passe par la librairie avec des chèques lire. Donc à la fin de l'expérimentation, les familles acquièrent pour 80 € en librairie indépendante de référence des ouvrages qu'ils ont découverts à la bibliothèque, puisqu'on les abonne à la bibliothèque. Et donc, comme par hasard, les travaux de Stéphane Bonnery montrent que ces familles vont progressivement aller, pour caricaturer de Dora l'exploratrice, vers l'école des loisirs, vers la qualité de l'édition jeunesse, les éditions Thierry Magnier et d'autres, pour développer effectivement des bibliothèques de meilleure qualité. Donc ça fait partie des dispositifs qui ont été soutenus par La France s'engage. Et à la fin du dispositif La France s'engage, qui était lié effectivement à un partenariat entre François Hollande et la Fondation Total, nous avons, ministère de la Culture, décidé de reprendre ce dispositif pour qu'il ne s'arrête pas, alors qu'il avait déjà porté des fruits intéressants. Et donc en 2018, c'est 21 quartiers politiques de la ville répartis sur l'ensemble de la France, voire même en Outre-mer, à La Réunion, qui bénéficient de ce dispositif. Et on sait que les directions régionales des affaires culturelles nous sollicitent beaucoup pour avoir d'autres territoires, notamment dans les Hauts-de-France, pour développer cet aspect-là. Dernier dispositif que j'évoquerai, c'est Rendez-vous en bibliothèque pour repenser les accueils de classe en bibliothèque. Donc, c'est dans le cadre effectivement du partenariat avec l'Éducation nationale que l'on vise effectivement à repenser ces accueils de classe. Alors, on sait qu'un certain nombre de bibliothèques sont déjà pionnières et font déjà des accueils de classe repensés, scénarisés, avec ateliers d'écriture, avec rencontres d'écrivains. Mais on sait qu'un certain nombre d'autres n'en font pas. Et donc, 80% des bibliothèques font de l'accueil de classe, mais ne repensent pas leurs accueils de classe. Et donc, c'est plutôt des volumes d'enfants qui en bénéficient, plutôt qu'un aspect qualitatif et surtout une expérience, un déclic que pourrait avoir l'enfant pendant l'accueil de classe, qui lui permettrait de dire « je veux revenir avec ma famille, je veux revenir en parentalité, parce que cette visite de classe a suscité un éveil de ma part pour revenir à la bibliothèque ». Donc c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup. Les expérimentations, c'est avec Aurélie Giordano en PACA, avec l'ARL PACA, autour des Fables de La Fontaine. C'est en Seine-Saint-Denis avec le CPLJ. Ça va être donc en Ile-de-France avec Lecture pour tous, donc un partenariat rectorat des Yvelines, rectorat de Créteil et DRAC. Avec la Marelle en PACA cette année, en plus de l'ARL, et en Hauts-de-France avec l'agence régionale Livre et Lecture. Et on pense quelques opérations également en Occitanie. Et un certain nombre de DRAC ont demandé des crédits pour développer donc ce dispositif qui peut être soit financé directement par la DRAC, soit passé par un acteur comme une structure régionale du livre ou un centre comme la Marelle pour accompagner le rapprochement des bibliothèques et des écoles. Concrètement, on veut faire venir un auteur qui rémunère l'auteur. Et quelquefois, c'était un peu compliqué. L'Éducation nationale, l'établissement n'avait pas l'argent. La bibliothèque, pas évident de trouver l'argent en cours d'année. Et donc, par exemple, dans le cas de l'ARL PACA, autour des Fables de La Fontaine, c'est l'ARL qui, de par sa connaissance des auteurs aussi, a pu faire le lien et faire en sorte que des très belles actions aient pu être menées, notamment Rêve ta bibliothèque, dans le cadre des Fables de La Fontaine, à Vitrolles, à Toulon. Et donc, vous trouverez sur le site de l'ARL PACA toutes les informations. C'est un pilotage qu'on partage avec la Bibliothèque nationale de France. Et nous allons mener une évaluation du dispositif en 2018-2019 avec Lecture Jeunesse. Et pour finir, effectivement, 2 grandes opérations nationales qui permettent de rythmer ces dispositifs dans l'année. Partir en livre,
maintenant qui commence à prendre ses marques, hein, en juillet chaque année, donc l'été, et l'hiver, la nuit de la lecture, dont la 3e édition aura lieu le 19 janvier 2019, avec, comme je l'ai dit en introduction, le thème « Tous lecteurs » pour valoriser la diversité des pratiques de lecture et susciter l'éveil. Et donc cette diapositive importante, hein, les 2 acteurs nationaux, que sont la Bibliothèque nationale de France, avec ces 2 entités, en quelque sorte, hein, qui travaillent en partenariat, le Centre national de littérature jeunesse, représenté par Jacques, avec une offre importante de formation, l'organisation de journées d'études, la revue, bien sûr, effectivement, des livres pour enfants, mentionnés également, le département de l'action pédagogique, avec des journées d'études en région, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en décembre, la bibliothèque publique d'information, plutôt axée jusqu'à présent sur le cinéma documentaire, et des programmes d'action que l'on est en train de co-construire sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc pour conclure, l'EAC n'est pas isolé en fait, hein, dans l'action des bibliothèques, c'est vraiment en résonance avec des projets plus globaux, projets d'établissement, politique des publics. Donc l'idée n'est pas de faire une spécificité sur l'éducation artistique et culturelle, mais au contraire qu'elle soit complètement intégrée dans nos manières de faire, comme on fait de l'EAC sans le savoir en fait. On est comme Monsieur Jourdain, mais il est important de le formaliser, de le dire, en tout cas, pour que ce soit vu, identifié par à la fois les élus, mais également les publics. Puisqu'effectivement, l'EAC se construit en parentalité. C'est important de penser aussi l'adhésion des parents, puisque l'éveil ne se nourrit que par un écosystème familial, social, comme le montrent très bien les travaux d'accès ou de lecture jeunesse. Ce sont donc des bonnes pratiques à identifier et à valoriser, et ne pas se limiter effectivement au seul EAC, hein, et envisager que l'éducation artistique et culturelle puisse prendre en compte la culture scientifique, technique et industrielle, puisqu'on vient de terminer la fête de la science, et que vous savez que les bibliothèques sont maintenant des acteurs importants de la fête de la science, puisqu'on distribue les petits livres de science, hein, cette année avec un escape game, pour permettre de favoriser justement l'approche ludique de la culture scientifique. Et puis effectivement un enjeu très fort qui apparaît, mais qui n'est pas concurrent en fait de l'éducation artistique et culturelle, c'est l'éducation aux médias et à l'information, la lutte contre les infox ou les fake news, et c'est important qu'on puisse venir également en tant que professionnel de l'information sur ces questions. Merci. Merci.